You can just give me a cue and we're ready to begin. We're good here? Yeah, I was just going to say it over the mic. Okay. All right. Welcome to ForSpace, everyone. My name is Birdie. You're about to see a live look into one of our labs on the big screens here. So as I speak over this mic, I'm also speaking to the people who aren't here in the space with us over in the lab at Loyola. Doug and Isa, Christine, are you there? Do you want to take it We away? are here. Yes, I'll take it away. OK. Tout le monde. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'espace 4, une installation de l'Université Concordia. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour l'événement Expo Sciences en direct de Loyola. L'événement aujourd'hui est diffusé en direct de l'espace 4 et situé en territoire autochtone non cédé à Tchotchage, Montréal. Et ici, à l'Espace 4, nous travaillons avec la communauté universitaire pour favoriser la mobilisation de savoir. Tous les jours, nous créons ensemble des activités pour faire découvrir les recherches et les projets en cours ici à l'université, de même que les questions qui nous intéressent. La rencontre aujourd'hui, l'événement aujourd'hui est une conversation vraiment en direct. Nos questions sont essentielles. Pour les personnes qui sont dans la salle, si vous souhaitez participer, il suffit de lever la main et nous vous fournirons un micro. Sur ce, j'ai maintenant le plaisir de passer la parole à le professeur en chimie et biochimie et aussi la vice-doyenne d'art et sciences ici à Concordia et aussi finalement le cofondateur de la centre de recherche de nanoscience, DeWolf. Christine, merci. Bonjour, je m'appelle Christine DeWolf. Bienvenue au Loyola Campus, où se trouvent tous les départements des sciences naturelles et de la santé. Nous nous trouvons maintenant dans mon laboratoire de recherche au centre de recherche en nanosciences, situé dans le nouveau bâtiment des Sciences Appliquées ici au Loyola. Maintenant, j'aimerais présenter mon étudiant diplômé Patricia qui va vous parler des effets du vapotage sur la santé. Patricia. Christine. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Patricia et je suis étudiante diplômée sous la supervision du professeur Dr. Christine DeWolf. Et comme quelques-uns d'entre vous, j'ai été aussi dans la situation en essayant de comprendre quelles options s'offraient à moi au domaine des sciences. Je suis ici aujourd'hui pour vous montrer ce que j'ai fait au laboratoire en tant qu'étudiante du premier cycle de l'université et ce que je fais actuellement en tant qu'étudiante diplômée. Moi, spécifiquement, je travaille sur le surfactant pulmonaire et comment il est affecté par les composantes de liquide des cigarettes électroniques. J'ai quelques questions pour vous avant qu'on continue. Est-ce que quelqu'un ici sait de quoi sont composées les solutions de cigarettes électroniques? C'est la première question. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'espace qui peut répondre? De quels composants il en dedans? Juste passe le micro. De la nicotine. Oui, bien sûr. Est-ce que vous savez s'il y a quelque chose dans les solutions? Ben, je pense qu'il y a la nicotine, entre autres. Oui, exactement. Merci pour votre réponse. Donc, exactement, il existe une large gamme de composants dans les liquides de cigarettes électroniques. Cela est de la nicotine et aussi il comprend une matrice qui est composée de soit propylene glycol, soit vegetable glycerin, soit l'acétate de vitamine E
Et après, on a aussi des molécules aromatisées et la nicotine. Donc, une autre question pour vous, c'est est-ce que quelqu'un sait ce que c'est le surfactant pulmonaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aider? Sinon, j'expliquerai pour vous, ok? Je sais c'est un long mot, mais en bref, c'est une membrane lipidique et protéique qui recouvre la surface de vos poumons et qui aide vos poumons à rester gonflés lorsque vous inhalez et plus généralement, vous aide à respirer plus facilement. Comme cette membrane est située entre l'air et le liquide dans vos poumons, nous pouvons ici au laboratoire simuler la membrane sur un dispositif qu'on appelle une cuve de longue mire montrée juste ici. Nous remplissons d'abord cette cuve avec de l'eau qui représente le liquide dans vos poumons et ensuite on prend un mélange lipidique dans une seringue en verre qui modélise le surfactant pulmonaire naturel et nous le répandons sur la surface du liquide comme ça. Comme ça. Lorsque nous répandons ce mélange, il forme une couche auto-assemblante dont l'épaisseur est d'une molécule qui imite le surfactant pulmonaire naturel. Maintenant que nous avons notre couche entre l'air et l'eau, nous utilisons un logiciel ici qui s'appelle MIMA et qui comprime et dilate les deux barrières que vous voyez sur la cuve et qui imite le cycle de respiratoire dans vos poumons. Donc, cela que vous voyez ici nous permet de voir comment les différents composants de liquide de cigarettes électroniques affectent les propriétés fonctionnelles du surfactant pulmonaire. Ensuite, nous pouvons même visualiser le surfactant pulmonaire sous un microscope à angle de Brewster. Et voici maintenant une vidéo exemplaire du surfactant pulmonaire sous ce angle de Brewster durant la compression de vos poumons. Donc, ce que vous voyez dans cette série d'images sont des différents lipides, sont la séparation des différents lipides en différentes régions qu'on appelle des domaines et qui se retrouvent dans le surfactant pulmonaire naturel. Les zones lumineuses que vous voyez sont les lipides responsables pour la stabilité pulmonaire à la fin de l'expiration. Et les zones sombres que vous voyez sont les lipides responsables pour la stabilité à la fin de l'inhalation. Pour obtenir une image même plus détaillée, on utilise un microscope au niveau nanoscopique qu'on appelle microscope à force atomique. Jusqu'à présent, nous avons examiné les effets de l'acétite de vitamine E, car elle était trouvée comme diluant illégaux dans les cigarettes électroniques contenant de la THC. Nous sommes intéressés spécifiquement à cette molécule, car elle était liée à de nombreuses hospitalisations et décès chez les adolescents et les adultes vers 2020. Pour simuler maintenant la vaporisation de cigarettes électroniques sur les poumons, nous prenons encore cette cuve que vous voyez ici, avec un couvercle fermé qui est attaché à un tube que vous voyez ici, qui pompe la vapeur de la cigarette électronique sur la surface de notre couche surfactant pulmonaire. En comparant les images de BAM et AFM de notre membrane avant et après être exposée à cette vapeur,
nous pouvons voir comment les composantes de liquide de cigarette électronique affectent les caractéristiques du surfactant pulmonaire. Voici des images de notre membrane avant et après être exposée à cette vapeur. Et la plus grande différence qu'on peut observer, c'est la quantité des domaines lipidiques lumineuses qui sont encore responsables pour la stabilité pulmonaire à la fin de l'expiration. Après cela, nous pouvons même analyser cette vapeur grâce à un spectromètre de masse. Parce que lorsqu'on pense, les liquides de cigarette électronique se chauffent à haute température pour produire une vapeur et en même temps, il y a d'autres réactions chimiques qui se produisent et qui peuvent comme résultat avoir d'autres types de molécules qui atteignent vos poumons au-delà des molécules qui font les liquides de cigarette électronique. Voici maintenant une vidéo dans notre laboratoire qui montre la vapeur entrant le spectromètre de masse pour être analysée. OK, donc notre travail avec Dr. Christine DeWolf se concentre à la fois sur l'altération immédiate de vos poumons comme résultat de respirer les vapeurs de cigarettes électroniques et sur les effets à plus long terme dus à l'accumulation des composants à vos poumons. Moi, j'ai commencé cette recherche quand j'étais juste en premier cycle de l'université. Et juste pour vous dire que les opportunités ne commencent pas juste quand vous êtes étudiante diplômée. Et j'encourage chacun de vous qui sont passionnés pour la science que vous chercherez des opportunités à recherche, même quand vous commencez le cégep et dans votre première année à l'université. Merci beaucoup et j'apprécie avoir cette discussion avec vous. Et n'hésitez pas de demander des questions. Alors, Merci. si vous posez une question, levez votre main et nous vous donnerons un micro. Je pense que on va faire, we will do the questions in English whenever possible. Mais si tu veux poser une question en français, on va essayer. Do we have any questions in the space? About the process you saw, or even maybe about the lab or anything that you've seen. It doesn't necessarily need to be on the topic. If you have any question for these ladies, I'm sure they'd be happy to do their best to answer you. Peut-être on peut aussi dire que le problème, c'est tous les composants de solutions de vapotage peut-être sont approuvés, mais car il peut faire les réactions chimiques, il y a des autres composants que sont dans les poumons que ne sont pas dans la solution, qui ne sont pas les composants approuvés. Oui. Great. We have our first question here. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes étudiante à la maîtrise. Oui, yes. Et puis, est-ce que vous savez ce que vous voulez faire après? Parce que j'aime beaucoup la recherche, j'aimerais continuer can I answer the question in English if possible? Since I honestly love research, it actually, doing research came as a surprise to me. How much I would like it came as an even bigger surprise. I would like to continue in research and development for companies in the future, or I think I'd like to stick to research. Et donc, plus du côté des compagnies et non pas du côté universitaire comme, je sais pas là, Yeah, exactly. Yeah, precisely. Ah, merci. You have the possibility after masters to continue as a PhD student, but I would like to put some of my research skills
to work. Ouais, non, je comprends. C'est une bonne décision. But yes, thank you for your question. Thank you. We have a few more throughout the space. So I'll just kind of go around one by one. Okay. Salut. Donc, je me demandais, maintenant, en ce moment, vous recherchez pour approfondir, par exemple, les conséquences du vapotage, c'est ça? Oui. Ok, parfait. Pour guider le gouvernement pour quels sont les composants qui peuvent être approuvés, mais aussi si on peut identifier, non, pas cet celui. flavorant, pas cet aromatisant. This flavoring molecule, c'est aussi pour guider les compagnies qui font Oui. les cigarettes, les liquides de cigarettes électroniques, que par contre trouver une autre molécule qui peuvent mettre, qui est plus bon que celui qu'ils mettent déjà. Right now, there is less regulation over vaping solutions than there is in cigarettes. And although it's commonly thought that they are safer alternatives to smoking, and of course you are not inhaling particulates, so that is a big benefit, but many of the ingredients that they use, the components, have been approved for ingestion, not inhalation, and not a lot is known yet about what happens when they're inhaled. How do they chemically combine at high temperature to produce something else that isn't approved, that shouldn't be inhaled? And so our work is to try to help understand which components are fine to be in these solutions and which components should never be in these solutions and should be more tightly regulated, as was seen with the vitamin E work, where vitamin E was not, it's approved for human consumption, but no one knew that it was going to cause such problems with the lungs that they were having adolescents and adults die because they had inhaled vitamin E. We move on to our next question. Thank you. Bertie, I have a question. We have a question here too. Go ahead, Bertie. Est-ce que vous avez des solutions pour ce problème? Pas maintenant. Nous sommes vraiment à commencer cette investigation, mais maintenant c'est pour comprendre les effets moléculaires de l'inhalation de vitamine E. Mais à la prochaine, les prochains sont la prochaine étape, c'est les molécules aromatisées. Oui, et aussi les molécules qui sont qu'on a trouvées décomposées. Oui. Quand les liquides étaient chauffés à haute température. Oui. On investigue ces molécules aussi. Aussi, vitamine E, il reste vitamine E aussi, mais il y a des autres composants et maintenant nous sommes en train de rechercher qu'est-ce que ces composants fait, qu'est-ce que c'est l'effet sur notre modèle membrane. Merci, thank you. Can I move on to the next question? Yes. Great. Hi, can I know what's the process for such a product like e-cigarettes to be approved? And do you think that prior to like the approval for this product to be accepted, like to be on the market, was the research lacking before like? So I can't tell you the exact government process for approval, but most of it relies on approval of the individual components that go in.
But many of those components, as I said, they've been FDA approved, but not necessarily for inhalation. And so only now are we starting to see more regulation, as more research comes out, more regulation of what is allowed to be inhaled, to be in these e-solutions. So you'll see, you know, vitamin E has been banned. It is no longer, now it is only found in as an illegal cutting agent. But before it wasn't banned. Now you're starting to see flavors banned. So all of this is now starting to be regulated, and no, potentially there wasn't enough research on either the short-term or long-term effects of some of the solutions. But again, all of the components are approved components, but for a different purpose. Thank you. Moving on to our next question. So if as a research group you guys discover something, do you have to talk to other universities so that they do some research also on their own, or do you talk to the government? Who do you have to share your findings with? So we publish in the open literature. We collaborate right now on this project with University of Montreal. What our next step is, so we work, as you see, we're chemists. We work very much at the molecular understanding. The key is now to make connections to people who work on the physiological impacts so that we can make the connection between what we see in our Langmuir film balance and the effects that they can measure on lung function tests, on all of these different things. So yes, we don't do that type of test, so we work with other universities or other researchers at Concordia, because Concordia has a number of people working on vaping. And then we want to work with the social scientists to bring in some of the demographics. There are many different aspects that we coordinate because one lab can't do all of that. So we contribute our small piece, mostly published through the literature, through conferences, through meeting other researchers. But we've put in for and have a grant to combine different groups to study this particular project. Thank you. So you made it clear that the solution affected the surfactant pulmonary membrane, but does it affect anything else in particular? So that's our focus, and so again, that would be the focus of another group. What does it mean if it affects the pulmonary surfactant itself? So the two big areas that it affects are the work of breathing, so how easy it is to breathe, the stability of the lungs so that you don't get collapse of the lungs, but also air exchange, because air exchange, so when you exchange oxygen for carbon dioxide as you breathe, that has to go across that membrane, and that is a function of what the chemical and the physical properties of that membrane are. So the symptoms that we're trying to relate to with EVALI, as it's called, which is the name for the respiratory function disorder from vaping, are really lack of oxygen. So why are we not getting oxygen exchange across that membrane? And lung collapse and difficulty breathing, which is the work it takes to breathe. And that's what we can address with this, but then other people have to address other aspects. Ma question, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à commencer les recherches sur les poumons et l'effet de la vapoteuse en général? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ces recherches? So, can I answer? Is it okay if I answer? So, after the outbreak of cases caused by the medical condition EVALI as a result of vaping in 2020, the molecule that they discovered in the bronchoalveolar lavage fluids of most patients was vitamin E acetate, which indicated to us it's held into the lung surfactant coating the alveoli. And because of that,
and also its similarity in molecular structure to most of the lipids that makes up the lung surfactant, we really wanted to take a closer look at it on the lung surfactant and see how it affected the functional properties of the lungs. Si nous pouvons identifier des caractéristiques des molécules qui ont un effet détrimental sur le surfactant pulmonaire, on peut expander et dire, OK, ça c'est similaire. Peut-être ce n'est pas bon pour utiliser. Si on peut extrapoler, si on connaît les caractéristiques des molécules qui sont détrimentales. I know there's a ban that has been passed in Quebec about like vape flavoring. Have you any thoughts on it? And maybe not what you're specifically working on, but yeah. I think that was a question related to the ban on vape flavor. If there's any relation to your work? Certainly. In fact, we had started working on flavors before the ban came in. So clearly, what we are interested in with flavors in particular is the reactions that they undergo at high temperature to produce something else that you then inhale. So right now there's more of a blanket ban on flavors. Maybe our research can help identify what flavors would be acceptable and what flavors absolutely not. These are going to damage the lungs. And so I think there is still a lot of work to be done to really assess. Right now it's just flavors we're going to ban, and most of the work is because of how attractive the flavors make the vaping solutions to younger, from a social science perspective, how attractive and easy it makes vaping for a younger generation. What we want to understand is the actual chemical damage that some of these flavor molecules could be doing in addition. I know there was some other questions on this side. Yes, great. Earlier you said you found traces of THC and vitamin E in the vaping liquid. Have you found any other similar dangerous substances in there? So actually, back in 2020, liquids for electronic cigarettes containing mainly THC were diluted with vitamin E acetate to make them more affordable. And it's not so much that traces of THC were found. It was a THC based liquid, but traces of vitamin E acetate were actually found in these vapes. Have other traces of molecules been found? We haven't done that testing yet. We've been working with known components. And so another stage, of course, but that is more for, as we said, different labs do different things. So that's more for an analytical chemistry lab, where they will do much more of taking the solutions and analyzing them for trace amounts of what's in there. And then they tell us what they find, and then we can study what impact those molecules have. So we don't do the analysis of the solutions ourselves in this lab. We would rely on other analytical labs to provide us that type of information. However, if you are interested in this topic, actually you can do a little Google search, and maybe there are some analytical labs that have done this kind of work and looking for other trace molecules in vaping liquids. Mostly, as Patricia mentioned, the reason people used vitamin E was to dilute the cannabinoid, to dilute it illegally.
so that they could provide a solution that had the same viscosity, that had the same characteristics, but held less of the active ingredient. And so that's why vitamin E was used in the first place, until they discovered, and the trace that they found, and it wasn't traces, was when they actually, for the people who were ill and who died, and they do a lung lavage where they actually take samples from the surface of the lungs, that's where they found that there was vitamin E acetate residing. So it's retained by the lungs. It doesn't pass through and get filtered out. It's actually retained in the pulmonary surfactant, and that's one of the reasons we were interested in it. Thank you. Hi, so I was wondering, what are the main challenges you've faced or you're facing in your research in specific? And also on a more general note, what would you consider the hardest, the toughest part of research? Let Patricia answer that. So the biggest challenge that I have faced, I would say, is that's a very good question. So the way my lab approaches things is we don't, as you saw, Patricia showed you 2 techniques. We actually use many more to look at the structure. We use X-rays to do to look at molecular structure in different directions. We do rheology measurements. So we do a lot of different things. The challenge is to take little pieces of information from each of these techniques and try to build a bigger picture. So that's always the challenge. Thank you, Christine. I was thinking of that. I just didn't know how to word it. But that's it. Just doing all of these different techniques that range from 3 to 15 techniques, and then trying to find a correlation between all of these techniques. And what is it saying and what are we seeing, and trying to relay that in a scientific way, but also a general way for everyone to understand when they read these research articles. And I believe you had a second part to your question. Can you remind me? Thank you for your answer. So the second part of my question was that on a more general note, so in general, what would you say is the toughest, hardest part in research? So not just like in your research team. The toughest part in research would be probably finding let's say you have some experiments that don't go as planned. I think the toughest part is the troubleshooting part. It's finding other ways to do what you originally wanted to do. Say the experiments don't go well, just finding, just troubleshooting, I think, is the toughest part. I'll turn that round. But also the most gratifying part when you find the solution. So it's a balance. Everything is a balance. Like with good comes bad, and so it is the toughest but most gratifying. Yeah. So I'll turn that around. If it's research, because we don't know the answer. If we knew the answer and we just knew we just had to do these tests and we're done, then it wouldn't really be research. So we try things and sometimes they don't work, and so we try a different technique or a different approach, or maybe the effect isn't the one we were expecting. So now, how do we explain that? Well, what technique should we use? We come up with a hypothesis, and then we think, what experiments can we do to try to prove this hypothesis? And it's being open to modifying your original hypothesis. You're not there to prove what you set in to prove. You're there to ask a question and try to choose techniques that are going to help you address that. And so that's, to me, both the challenge and the fun of research. As I said, if we knew the answer, we wouldn't be doing this. Wonderful, thank you. Is there any other questions? Have I missed any other hands? Raise them up high. I think that might be all the questions in the space. Is there any questions that you had over on your end for us, or anything behind the scenes there? I
I think we're good over here. If there's no more questions in the space. Give you one last chance. Anyone here in the space think of something last minute? Last call. C'est la dernière chance à poser une question si tu as quelque chose à dire. OK. OK. Et well, merci tout le monde d'avoir été de nôtres aujourd'hui à l'Espace 4, à Loyola, avec Christine, avec Patricia. Nous allons maintenant fermer la réunion Zoom et la diffusion en direct, mais just want to say again, merci pour tout le monde qui vient ici. C'est vraiment un expériment aussi pour nous ici à l'Espace 4 avec Christine et Patricia à essayer quelque chose comme ça avec vous. Donc, merci pour ça aussi. Et une bonne chance avec tout le reste de la semaine ici à Expo Sciences et aussi bon après-midi. À bientôt. Bye bye. With the topic.